Le naufrage de Dexia, les risques pour les autres banques. On en parle ce soir avec Christophe Nidam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste du secteur bancaire chez Alpha Value, qui est un leader européen pour la recherche indépendante au service des grands investisseurs institutionnels qui essayent d'y voir plus clair. Et c'est le cas aussi du public en général. Alors, première question d'abord. Qu'est-ce qui explique la chute de la maison Dexia 3 ans après que la banque a été renflouée par les États belges, français, luxembourgeois? C'est un petit peu la même chose qu'il y a 3 ans, c'est à nouveau une crise de liquidité. Là où cette crise de liquidité est différente aujourd'hui, c'est qu'elle existe à la suite de la crise de la zone euro, alors qu'il y a 3 ans, c'était la crise des subprimes. Donc ce n'est pas le même déclencheur. Donc c'est la première victime, Dexia, de la crise des dettes souveraines, de cette nouvelle phase de la crise? C'est un dommage collatéral, c'est la première victime. Est-ce qu'il y a des risques pour les autres établissements bancaires? Bien sûr, on se demande maintenant s'il ne va pas y avoir un effet domino. Normalement, non, parce que la BCE a dit qu'elle assurait la liquidité de façon illimitée au système bancaire européen. Mais est-ce qu'il ne faut pas malgré tout, et on l'entend à nouveau ce soir, que des banques, même françaises, soient recapitalisées pour être plus solides, ne pas se retrouver dans la situation de Dexia? Alors la solution pour les banques françaises, celle qu'elles ont retenue, et d'ailleurs c'est à la demande du gouverneur de la Banque de France, ça n'est pas de les recapitaliser sous forme d'augmentation de capital aujourd'hui à des cours très dépréciés et qui seraient ruineux pour les actionnaires, mais on va leur demander de passer par une cure d'amaigrissement du bilan pour dégager ces fonds propres. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire par des réductions d'actifs de l'ordre de 400 milliards d'euros pour les 3 grandes banques ensemble, sur une période qui doit aller jusqu'à fin 2012. Et donc réduire la voilure pour les banques, est-ce que ça ne va pas se traduire par un resserrement du robinet du crédit? Vous savez que c'est ce qu'on craint aujourd'hui, à la fois pour les particuliers, peut-être plus encore immédiatement pour les entreprises. Alors, si les banques jouent le jeu, ça n'est pas nécessaire, car la variable d'ajustement principale, c'est réduire les activités de marché avant que de réduire le financement à l'économie. Est-ce que vous diriez qu'il y a des ressemblances entre ce qui se passe aujourd'hui pour Dexia, ou qu'au contraire, il faut faire quand même la distinction entre une banque très particulière, Dexia, qui en France ne travaillait pas avec le grand public, et nos grandes banques de dépôt françaises, type BNP Paribas ou Société Générale? La grande différence, c'est que Dexia est une banque, c'est un établissement dit spécialisé, alors que les banques françaises sont des banques dites universelles, qui collectent notamment des dépôts sur le marché français, ce qui n'est pas le cas de Dexia. Et ça, c'est une assurance survie pour les banques, la collecte des dépôts des particuliers? Tout à fait, parce que les dépôts sont beaucoup plus stables que les financements de marché qui, comme on l'a vu cet été, se sont asséchés en l'espace de quelques semaines. Donc ne pas croire qu'il va y avoir forcément contagion. Ça peut s'arrêter là avec Dexia, on peut endiguer l'affaire. Oui. Christophe Nidam, est-ce que certains prônent la séparation, l'évolution du métier des banques et disent notre modèle de banque universelle à la française, justement, qui font des dépôts mais qui font aussi du financement et de l'investissement, de la spéculation sur les marchés, il faut casser ça, il faut séparer ça en deux et faire une sorte de mur étanche. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça n'est probablement pas la plus mauvaise solution. Je sais que c'est une réponse un petit peu de Normand. Mais il est clair que la crise de liquidité qui a affecté plus particulièrement les banques françaises cet été, c'est la résultante de ce modèle de banque universelle qui, pour les banques françaises, a été considéré comme « nous allons mieux que bien ». Puisqu'on a traversé sans trop de dégâts la crise des subprimes. On a dit que c'était plutôt un avantage à l'époque. Oui. Et donc, du coup, surtout, ne changeons rien. Malheureusement, dans le « ne changeons rien », ce sont les activités de marché qui pèsent en matière de liquidité, d'où cette crise de cet été. Donc là, il faut leur dire, tournez-vous davantage vers le crédit classique et vos clients, plutôt que vers les marchés spéculatifs. Tout à fait. Donc un peu moins de banques casino et un peu plus de banques utilities. La banque casino, c'est le travers dans lequel Dexia est tombé ces dernières années, au risque d'ailleurs de proposer à des collectivités locales des prêts tout à fait hasardeux et toxiques? Alors, pas tout à fait, parce que Dexia n'avait pas d'activité de marché hypertrophiée comme d'autres banques françaises, mais par contre, comme vous le dites, probablement au titre du devoir de conseil, elle a placé des prêts avec des options qui s'avèrent coûteuses pour les collectivités locales françaises aujourd'hui. Est-ce que vous craignez, puisque l'État apporte sa garantie, est partie prenante de la solution pour Dexia, que ce soit le contribuable français qui finisse par payer l'addition, comme il l'a fait naguère pour le Crédit Lyonnais?
Je ne pense pas que ce sera dans les mêmes proportions que le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, en gros, c'était de l'ordre de 15 milliards d'euros. Là, les soldes résiduels sont probablement bien plus faibles pour Dexia. Ils portent principalement sur le portefeuille des PIGS. Mais ce portefeuille des PIGS, normalement... Les PIGS, il faut rappeler, Portugal, Italie, c'est les pays fragiles de la zone euro. Hein. Portugal, Italie, Irlande, Espagne et Grèce. C'est ce portefeuille-là qu'on va cantonner et séparer où l'État apporte sa garantie. Voilà, et c'est un portefeuille de l'ordre de 23 milliards d'euros. À un instant T, les pertes latentes, mais pas avérées, seraient de l'ordre de 2,7 milliards. Je suis personnellement confiant qu'in fine, l'État ne va pas perdre 2,7 milliards. Donc, en termes de proportion, rien à voir avec le Crédit Lyonnais. Merci à vous, Christophe Nidam. Je rappelle que vous êtes analyste bancaire chez Alpha Value, l'invité de l'Écho ce soir. L'info continue sur LCI.